Être abonné à mon Patreon, c'est supporter un créateur. Patreon.com/Barbudeville, tout simplement, pour me trouver. Qu'est-ce que tu obtiens avec mon Patreon? Ben, c'est facile. Tu as tous les chapitres de mon deuxième livre en avance. À chaque fois que j'ai fini un chapitre, je te mets ça sur Patreon en exclusivité. Toute la bibliothèque de mes épisodes de podcast, du premier jusqu'au dernier que j'ai fait. Ça aussi, c'est exclusif au Patreon. Parce que oui, je vais l'envoyer sur Spotify, je vais l'envoyer sur Google Podcast, puis iTunes, puis SoundCloud, mais un épisode à la fois maintenant. Puis une fois qu'on passe à la prochaine épisode, je remets ça seulement disponible au Patreon. Fait que tu as tous les épisodes quand tu veux. Puis ça, là, c'est à partir de seulement 3$ par mois quand tu es une recrue. Puis regarde, encore plus beau que ça, si tu t'abonnes à l'année, moi je te donne automatiquement un rabais de 10% sur ton abonnement. Tu n'as rien à faire, ça se fait automatique. Sinon, tu as d'autres niveaux. Tu as le niveau voyou qui est à 7$, tu as le niveau capot qui est à 13$, puis le niveau parrain qui lui est à 20$ par mois. M'oublie pas, hein, tu t'abonnes à 3$, c'est moins cher qu'un café. Et en plus, je te donne 10% si tu t'abonnes à l'année. Fait que fais le calcul là. 12 fois 3, 36, moins 10% pour un an du Barbudeville. C'est rien. C'est absolument rien. C'est un deal. Fait que, arrête d'hésiter. Abonne-toi. Encourage, supporte un créateur. Pour moi, là, à la fin de la journée, ça fait toute la différence. Fait qu'on se rejoint au Rack à Bicycle, puis oublie pas de faire ton lit. Semaine, je te raconte l'histoire improbable Bonhomme Intel. Ça s'intitule Des chaloupes et des hommes. Avant les Algonquins, avant même les premiers habitants du comté d'Argenteuil, la rivière du Nord suivait son courant depuis longtemps. Cette rivière-là est arrivée avant le ciel puis le soleil, avant toute forme de vie. Elle est là depuis la nuit des temps. Là, depuis l'existence du temps, peut-être même avant. Les vieilles histoires amérindiennes racontent depuis longtemps l'existence d'un genre de monstre ou de dragon dans le ventre même de la rivière. Les tribus de Hurons, d'Iroquois, de Montagnais puis d'Algonquins racontent la même histoire ou presque à travers leurs légendes. Le mythe, laisse-moi dire, qui est poussiéreux mais toujours là. On raconte que la bête apparaissait sous forme de rêve, comme un mauvais présage pour la suite des choses, comme si elle annonçait son arrivée même dans les rêves. Une bête préhistorique aux limites de l'imaginaire qui traverse les dimensions. Parfois, au printemps, la rivière du Nord s'emporte. C'est peut-être à cause de la crue des eaux, finalement. C'est peut-être pas à cause de la crue des eaux, finalement. C'est peut-être la fameuse bête qui a déjà emporté dans son ventre des hommes et des chaloupes. On raconte à travers les oui-dire que la bébite sort la tête de l'eau, seulement en noirceur, les soirs de lune pleine. Heureusement, pour les habitants du Petit Canada, le monstre de la rivière n'a pas de pattes, parce que les nuits du quartier auraient été silencieuses après quelque temps, faute de population. Un monstre de même, ça mange pas des hommes, ça mange des populations. Ça génocide tout sur son passage, provoque des vagues d'océan dans une rivière. Ça tsunami les Wawarons, oblige les corbeaux de malheur à rester sur place. Catastrophe, plein de catastrophes. Quelque part autour de 1916, un bonhomme Intel aurait aperçu un genre de dragon aux abords de la rivière. Un soir de lune pleine, un soir de ciel étoilé comme ça se peut pas, un ciel presque aussi clair que le jour, avec des aurores comme dans le Grand Nord majestueux. Ce soir-là, la forêt à Mackenzie tremblait de ses feuilles. Le chaos était pogné au cœur de Mackenzie. Dame Nature savait pas où donner de la tête. Les écureuils mangeaient leurs provisions. Les castors déménageaient leurs barrages de peine pis de misère. Les loups faisaient des petits cacas nerveux, même en meute. Les ours allaient hiberner, même si on était qu'au début juillet. Les corbeaux, comme s'ils regardaient la scène sur YouTube, croissaient de bonheur.
Le bonhomme Intel n'était pas un hurluberlu, comme on dit dans le quartier. Il n'a jamais menti plein sa gueule de mémoire d'homme. Sur le bord du quai, il avait perdu la parole. Sous le choc, ses cheveux ont blanchi d'un coup, ses sourcils sont disparus à jamais. Alors, je raconte pas de menterie ici, c'est archivé dans le grand livre de la ville de la Chute à la page 37. Plus précisément à la ligne 15, noir sur blanc. Le bonhomme Intel a raconté son histoire une seule fois. Il faut dire qu'il était de peu de mots. Jusqu'à sa mort, on a pensé que lui était un menteur. On le pointait du doigt dans la rue, même que certains lui lançaient des roches. Lui, le bonhomme, a été enfermé dans son silence jusqu'à sa mort ou presque. Il a regagné toutes les parties de celui qui parle en premier. Celui qui parle pas en premier. En aucun doute. Il a raconté son histoire une dernière fois sur son lit de mort à son frère Maurice. Maurice, le pompier qui avait jamais éteint un feu. La voix chevrotante, presque éteinte au bout de sa vie de supposé menteur, de supposé fou. Et Maurice a laissé parler son frère, comme si c'était son devoir de frère de l'écouter, même s'il ne croyait pas une seconde ce qu'il disait. Le bonhomme Intel est mort au bout de sa dernière phrase. « Je suis pas un menteur! » Un silence de mort embaume la petite chambre, mur gris. La grisaille du temps et un spleen aussi profond que peut l'être cette maudite rivière. Le bonhomme Intel avait parlé d'un dragon à deux têtes, d'une bête aux allures mythiques. Les yeux dans l'eau comprenaient que même son propre frère croyait fou. L'eau a coulé en masse sous le pont noir, l'eau allant vers les rapides de Price-Wilson entre les roches et le temps. Et un jour, le petit-fils du bonhomme Intel, qui était comme son arrière-grand-père, un émérite pêcheur, un gars de chaloupe, un gars qui se laisse emporter au gré du courant, au gré du vent. L'été 71. Là, il faisait bon de lancer sa sécheuse dans l'eau, ça fonctionnait plus. Le coucher de soleil était magnifique, teinté de rouge, devenu presque rose. À l'horizon de la rivière, le temps s'était arrêté pour Théodore, temps de la partie de pêche. Au milieu de l'eau à rêvasser, à regarder le temps passer, le petit bonheur était dans la chaloupe, assis juste à côté de la canne de verre de terre. Un je ne sais de quoi était différent. L'oiseau était agité, ça volait pas haut, quasiment ras le sol. Le temps a changé d'air assez rapidement, le temps que Théodore se penche pour enfiler un verre sur son hameçon. Le ciel est devenu noir. Et quand je dis noir, je dis noir. Et c'est comme si la rivière avait disparu pour faire place au néant. La chaloupe et Théodore dans les limbes en quelque sorte. Puis comme une révélation est apparue un immense dragon à deux têtes, cachait même la lune pleine. Des flammes sortaient de sa gueule. Il a déchiré les aurores à ce qu'on raconte. Depuis ce jour, il n'y a plus d'aurore dans le petit Canada. Le dragon a regardé Théodore dans les yeux, faire des yeux, puis une odeur de mort entre les deux faisait sa place. Théodore s'est réveillé. Son lit était trempé de pisse. Un mauvais rêve, un présage. Qui sait? Peut-être que le bonhomme Intel a rêvé lui aussi. Un rêve ancré dans le réel, qui lui a peut-être fait oublier la réalité. Un rêve qu'il aurait voulu vrai, finalement. Moi, j'aime penser que le dragon à deux têtes est encore dans le ventre de la rivière. C'est pas juste une autre histoire de pêche. Fin. Cet épisode de podcast est propulsé par les bijoux Bagatelle. Les bijoux Bagatelle faits à même des ustensiles. 3 points de vente. L'Heureux Bouddha, 3022 rue Masson, 4234 boulevard Saint-Laurent, ainsi qu'au café Aux Marguerites, 100 chemin Masson, à Sainte-Marguerite-du-Lac, Masson. Puis évidemment aussi, il y a la page Facebook Bagatelle.